Hello! Bon, je pense que vous l'avez remarqué, hein, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. La dernière en date, c'était le compte rendu de mes lectures du mois de mars, donc autant dire que je suis à la bourre. Il s'en passe des choses en 2 mois, c'est fou, hein, regarde-moi ça, j'ai changé de couleur de cheveux, c'est magnifique, c'est formidable. La raison de cette absence, c'est très simple, c'est que j'allais pas bien. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais avril et mai, ça a été des mois très compliqués pour moi. Là, ça va mieux. On va en profiter tant que ça dure. Aujourd'hui, je vais donc faire le compte-rendu de mes lectures du mois d'avril et demain, je vais essayer de rester sur ma lancée et de vous faire le compte-rendu de mes lectures du mois de mai. Alors évidemment, avril, ça commence à te faire un petit peu loin maintenant pour pouvoir parler en détail de mes lectures, donc cette vidéo devrait être assez courte. D'autant plus que j'avais effectivement pris des notes, mais comme une grosse gourdasse que je suis, je ne retrouve plus ces notes, je les ai paumées, j'ai dû les foutre à la poubelle par erreur. Je vais donc essayer du mieux que je peux de me rappeler des choses que je voulais dire sur les livres que j'ai lus au mois d'avril. On part donc sur une vidéo complètement à l'arrache, mais on va espérer que ça se passe bien. Allez, c'est parti pour mes lectures du mois d'avril. Alors, j'ai commencé le mois en fanfare avec Paper Avalanche. Il s'agit donc du 3e roman de Lisa Williamson, qui est une autrice anglaise, dont je parlerai probablement plus en détail dans une autre vidéo. Ce roman s'adresse plutôt à de jeunes ados type collégiens. Ce sont des histoires réalistes qui s'appuient plus sur les personnages que sur l'intrigue en général. Donc Paper Avalanche suit le personnage de Ro, qui est une collégienne de 14 ans, dont la mère est une, je crois qu'on dit accumulatrice compulsive. Je suis pas sûre, je vais vérifier. Oui, c'est bien ça qu'on dit, et ça porte un nom, c'est la silogomanie. La silogomanie. Donc la mère de Ro, qui s'appelle Bonnie, que Ro d'ailleurs appelle par son prénom, jamais maman, toujours Bonnie, est une accumulatrice compulsive. Et à cause de ça, Rose est complètement renfermée sur elle-même. Elle a peur, en fait, que qui que ce soit s'approche d'elle, rentre chez elle et constate, en fait, l'horreur dans laquelle elle vit. Parce que c'est-à-dire qu'il y en a vraiment partout, quoi. Des piles de papier partout, dans l'entrée, dans le salon, dans la cuisine, rien n'est accessible, même la salle de bain. Il y a tellement de choses accumulées dans la baignoire qu'elle utilise une bassine pour se laver, par exemple. Et du coup, Ro, en fait, est devenue une experte dans le mensonge et dans la dissimulation. Elle fait en sorte, en fait, que personne ne la remarque, que personne ne lui parle. Elle fait en sorte de ne pas avoir d'amis. Elle vit en fait dans la peur constante que quelqu'un se rende compte de ce dans quoi elle vit et que les services sociaux la séparent, elle et sa mère. Et un jour, elle rencontre une autre jeune fille de sa classe qui s'appelle Tanvi, qui va se lier instantanément d'amitié avec Ro alors que celle-ci est pas vraiment d'accord. Et Tanvi, contrairement à Ro qui est très renfermée sur elle-même, qui ne parle pas beaucoup, qui refuse de partager, Tanvi est hyper énergique, elle parle tout le temps, elle est super joyeuse, elle a envie de partager plein de choses avec sa nouvelle amie. Et petit à petit, Ro va en fait s'ouvrir déjà à Tanvi et puis aux autres de manière générale et s'ouvrir à elle-même aussi parce que elle a pris tellement l'habitude de se dissimuler aux autres qu'elle s'est dissimulée à elle-même et qu'elle se rend même pas compte de ses propres ambitions, de ses propres talents. Il y a des passages dans ce livre qui sont vraiment poignants, je trouve, qui prennent aux tripes parce qu'on est face à une jeune fille de 14 ans qui se retrouve à devoir gérer des situations qu'elle ne devrait pas avoir à gérer. Par exemple, sa mère s'occupe absolument pas de payer les factures, elle achète des choses sans prendre en compte le budget qui est assez bas, et c'est sa fille qui doit s'occuper de tout. Ça, plus le fait qu'elle se met une pression terrible sur les épaules pour ne pas que les gens se rendent compte de ce qui se passe réellement chez elle, et elle a cette peur, en fait, panique aussi, que si quelqu'un réalise le calvaire qu'elle vit, qu'on l'accuse, en fait, d'être responsable de ça, d'être responsable du fait que la maison soit en désordre, que sa mère ne paye pas les factures comme il se doit, etc. etc. À chaque fois que quelqu'un se rend compte que sa mère ne se comporte pas de manière normale, elle est toujours en train de se dire « mais c'est pas moi, j'y suis pour rien, arrêtez de me regarder comme ça ».
Alors que, on le sait, c'est une ado, elle a 14 ans, c'est pas à elle de gérer ces choses-là. Mais elle le sait pas, elle s'en rend pas compte. Elle s'imagine que les gens de l'extérieur, notamment les adultes, vont se dire qu'elle a sa part de responsabilité dans la situation, alors que pas du tout, elle subit, c'est une enfant en fait. Et par-dessus tout ça, le père de Ro, qui est donc divorcé de sa mère, s'est remarié, a fondé une nouvelle famille et n'en a concrètement rien à foutre d'elle. Vraiment, c'est les passages où on la voit avec son père, ça brise le cœur. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu, je crois que je l'ai dévoré en 2 jours. J'ai fait une nuit blanche pour le finir, celui-là. J'aurais eu plus de choses à dire, je sais que j'avais pris pas mal de notes, mais là, de ce dont je me souviens, je pense que c'est le plus important. J'ai baissé un peu mon micro, parce que je viens d'avoir l'idée de génie que si ça se trouve, si je baisse directement le volume de mon micro à l'enregistrement, ce sera moins galère pour essayer de le baisser au montage pour que ça vous nique moins les oreilles quand je parle. Voilà. Vous me direz si ça change quelque chose. En livre physique, j'ai relu les tomes 1 et 2 de Harry Potter, Harry Potter and the Philosopher's Stone et Harry Potter and the Chamber of Secrets. Bonjour mon accent de merde. Pour la première fois en version illustrée par Jim Kay. Alors faut savoir que je suis une très très grosse fan d'Harry Potter, comme l'indique cette partie-là de ma bibliothèque, et que je les ai tous lus minimum une dizaine de fois, je pense. Je dirais une vingtaine de fois les 3-4 premiers, une dizaine de fois les 3 derniers. En français d'abord quand j'étais gamine, entre guillemets, puis après une fois que je me suis améliorée en anglais et que j'ai pu comprendre intégralement le livre en anglais, je les ai lus en anglais. Je crois que les Harry Potter sont les premiers livres que j'ai lus en anglais quand j'ai commencé à vouloir m'améliorer en anglais et à lire des livres en VO, parce que je me suis dit que je les avais déjà tellement lus que ce serait pas trop difficile pour moi à comprendre, même si à l'époque mon niveau était pas ouf, je sortais tout juste du lycée. Et bon, vous-même vous savez que l'enseignement de l'anglais à l'école, voilà. J'avais beau avoir des bonnes notes, pour comprendre un livre entier, c'était bof bof. C'était pour la petite histoire. C'est de lire des livres en anglais, de lire d'abord Harry Potter et puis ensuite d'autres livres en anglais qui m'a donné envie de faire des études de littérature anglophone et de devenir traductrice, chose que je n'ai jamais faite, mais c'est une passion qui me reste, j'adore la traduction. Bref, on s'en fout, je suis en train de raconter ma vie et je parle pas du tout des livres. Après, pour être tout à fait honnête, je vais pas vraiment donner mon avis sur les livres parce que c'est Harry Potter, je veux dire, tout le monde connaît, tout le monde a ne serait-ce que vu les films. Donc vous savez globalement de quoi ça parle, c'est Harry Potter. Il vit dans une famille abusive avec son oncle, sa tante et son cousin qui le maltraitent, et puis un jour il apprend qu'en fait tu es un sorcier Harry et que il est l'élu qui va tuer le grand méchant Lord Voldemort, blablabla, blablabla, sans suivre des trucs et des machins, enfin bref, tout le monde connaît quoi. Anyway, je vais pas en parler plus en détail, par contre je vais surtout parler des illustrations, parce que c'est la première fois que je lis ces versions illustrées, et waouh. Les illustrations sont magnifiques, sont superbes. Elles rendent vraiment justice, je trouve, à l'univers d'Harry Potter. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça sort un peu de la tête l'imagerie des films. Parce que moi, ce qui m'embête un peu maintenant, c'est que j'ai tellement vu les films, on a tous tellement l'imagerie des films en tête, à quoi ressemble Poudlard dans le film, à quoi ressemblent les personnages dans le film, que quand tu lis les livres, en tout cas moi ça me le fait, je peux pas m'empêcher de voir la tronche des acteurs alors qu'ils sont pas forcément décrits comme ça dans le livre. Par exemple Ron est censé être très grand, très mince, avoir un long nez et avoir les yeux bleus, mais tu peux pas t'empêcher de voir Rupert Grint. Ça fait du bien de voir une illustration en pleine page de Ron tel qu'il est décrit dans le livre et dire ah oui, c'est à ça qui ressemble. Et il y a dans le premier une illustration qui fait plusieurs pages tout en longueur du chemin de traverse, qui est vraiment superbe. Des personnages, des décors, même des ambiances. Des fois, il y a certaines pages où il n'y a même pas vraiment d'illustration, où c'est juste une couleur ou un détail.
Je sais pas, je trouve que ça change tout. C'est vraiment des très très beaux livres. Ça m'a fait plaisir de replonger dans ce monde. J'avais oublié aussi à quel point, dans les premiers tomes, il se passait pas grand chose en fait. Jusqu'au tout dernier chapitre où vraiment l'action s'accélérait et où tout allait vraiment très vite finalement. En fait, le rythme est très lent. On s'attarde vraiment plus sur les environnements, sur les personnages, notamment dans le premier où Harris s'accoutume à son environnement, aux nouvelles personnes qu'il va côtoyer, à la magie, où vraiment c'est tout doux. On s'immerge dans un monde super avec des personnages super. Et c'est pas du tout gênant en fait finalement qu'il se passe pas grand chose parce que l'univers qu'on découvre est tellement intéressant. Même pour quelqu'un comme moi qui a tendance à le connaître par cœur, c'est toujours sympa à redécouvrir. Et du coup je disais que j'allais pas en dire grand chose et j'ai l'impression que ça fait un moment que je parle déjà, mais en même temps quand on me lance sur le sujet d'Harry Potter je peux en parler un certain temps. Et pour finir, au mois d'avril, en audiobook / livre physique, parce que je faisais un peu des deux selon dans quelle situation j'étais, j'ai lu Pride and Prejudice de Jane Austen, qui est traduit en français par Orgueil et Préjugés. Ce qui est, je pense, à mon avis, le roman le plus célèbre et le plus adapté de Jane Austen, parce qu'il en existe un certain nombre d'adaptations. Pride and Prejudice, de quoi ça parle? Ça parle de la famille Bennet, de Monsieur et Madame Bennet, qui ont 5 filles, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty et Lydia, je crois, dans l'ordre de naissance. Ou Lydia, Kitty, je sais plus laquelle est la plus vieille, laquelle est la plus jeune. Enfin, ça change pas grand chose, de toute façon elles sont toujours ensemble, donc bref. Donc les parents Bennet ont 5 filles, et le but ultime de Madame Bennet est de marier ces 5 filles. Ce qui peut se comprendre dans la mesure où c'est une famille qui n'est pas très riche, et pour qui l'idée de mariage est un peu la meilleure manière de s'en sortir. Et donc les deux personnages principaux seront les 2 filles aînées, Jane et Elizabeth, particulièrement Elizabeth. C'est de son point de vue à elle que se déroule l'histoire. Et les 2 love interests de cette histoire, parce qu'il en faut, parce que c'est Jane Austen, seront le charmant Mr. Bingley pour Jane et le moins charmant Mr. Darcy pour Elizabeth. Alors à mon avis, c'est pas du tout une coïncidence que ce roman en particulier soit le plus célèbre et le plus adapté de Jane Austen, parce que c'est celui qui, à mon sens, est le plus abouti. Et le plus abouti en termes d'intrigue, en termes de personnages, en termes d'évolution de personnages aussi. Parce qu'on a deux personnages, Elizabeth et Mr. Darcy, qui sont loin d'être parfaits. Les deux, qui ont des qualités qui sont évidentes, mais qui ont aussi des défauts qui sont évidents, notamment dans leur façon de se voir l'un l'autre, et qui apprennent en fait chacun de leur côté et au contact l'un de l'autre à s'améliorer, à s'adoucir. Darcy par exemple, qui est un homme très riche et très fier, et qui en fait au fond de lui est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, mais qui en fait part du principe que vu que il est riche et que lui il sait qu'il est quelqu'un de bien, il n'a pas besoin de le montrer aux autres. Ce qui fait qu'il passe vraiment pour un rustre auprès des autres, pas que d'Elizabeth. Hein. De la plupart des personnages, il passe vraiment pour un rustre parce que il prend pas la peine d'être sympa en fait, tout simplement. Il s'en fout. Mais quand il se rend compte que les gens se disent que c'est un rustre, que c'est un connard, ouais, les gens pensent vraiment que c'est un gros connard, il est surpris. Ah oui, mais tu t'attendais à quoi? Enfin, non, c'est vraiment, c'est très très drôle. Il est très très fier et donc il part du principe que les Bennet sont pas assez bien pour lui et que notamment Elizabeth est pas assez bien pour lui. Parce que voilà, parce qu'elle est pauvre, parce que il la trouve pas si belle que ça, mais comme elle est intelligente, qu'elle lui renvoie la réplique et qu'elle lui résiste un peu, ça lui plaît, et voilà, c'est une femme intéressante et il tombe amoureux d'elle. Et ça le fait chier, mais il se dit bon bah voilà, c'est comme ça, je suis amoureux d'elle, tant pis. Et c'est drôle parce qu'il lui fait la déclaration d'amour la plus pétée de toute l'histoire des déclarations du monde. Genre il commence par lui dire oui bon bah voilà, vous êtes pas assez bien pour moi, machin, mais bon, j'accepte généreusement
de me descendre à votre niveau et je vous demande en mariage. Voilà, c'est ça sa déclaration d'amour, hein, littéralement. C'est vraiment... genre, il commence par l'insulter et il prend même pas une seconde pour se dire que peut-être elle a pas envie, peut-être qu'elle, elle l'aime pas, et quand elle le rejette, il est surpris. Et c'est trop drôle. Enfin, non, vraiment, je spoil un peu en disant ça, mais c'est le principe de l'histoire. Hein. C'est écrit sur la 4e de couverture qu'ils vont finir ensemble. Mais l'intérêt, c'est pas de savoir qu'ils vont finir ensemble, parce que tout le monde sait qu'ils vont finir ensemble. L'intérêt, c'est de savoir comment ils vont finir ensemble, vu le point de départ. Un autre point aussi que je trouvais très intéressant dans cette histoire, c'est le traitement de la famille Bennett, et notamment des parents. Des parents qui n'éduquent absolument pas leurs filles, en fait. Donc la mère, elle est obsédée par le mariage, elle veut absolument les marier. Quel que soit le mari, peu importe, on s'en fout, faut les marier, c'est son but ultime dans la vie. Et le père, il s'en fout, juste il s'en fout. Il aime bien Elisabeth. Il s'entend bien avec Elisabeth parce qu'ils font des bons mots ensemble, ils ont des belles conversations ensemble. Mais en dehors de ça, ils mettent pas de cadre à leurs filles, notamment à leurs 2 plus jeunes filles à qui ils laissent faire n'importe quoi et ça a des conséquences, bien sûr. Et c'est leurs 2 filles aînées qui leur disent on va peut-être y aller mollo, on va peut-être se calmer, on va peut-être éviter de les laisser sortir, faire des trucs. Enfin, après, je dis sortir. Dans le contexte de l'époque, c'est faire des balles, des trucs, des machins. Enfin voilà, c'est leurs 2 filles aînées qui leur disent quand même faites attention et tout, et les parents sont voilà. La mère, elle se dit non mais allez-y, vous allez peut-être trouver un mari, et le père il dit qu'est-ce que je m'en tape, vraiment. c'est assez terrible. C'est d'autant plus terrible que la manière dont la fille du milieu est traitée, Mary. Alors Mary, c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup de peine, parce que elle est pas très fut-fut, mais elle se donne énormément de mal pour essayer d'être une femme accomplie, voilà. À l'époque, les femmes, fallait qu'elles fassent de la musique, fallait qu'elles chantent, fallait qu'elles dessinent, fallait qu'elles lisent, qu'elles soient quand même intelligentes, machin. Elles devaient avoir multiples talents pour être considérées comme accomplies. Et cette pauvre Mary se donne énormément de mal, même si elle est pas très douée, elle travaille beaucoup, vraiment, je trouve qu'elle a du mérite. Même si elle a un peu tendance à lire des choses et à les recracher telles quelles, sans vraiment prendre le temps de la réflexion. Et sa famille la traite vraiment en mode oui, c'est bon, tais-toi, Mary, c'est bon. Enfin, la pauvre, c'est vraiment trop. J'ai vraiment trop de peine pour elle. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur Pride and Prejudice. Il me semble, de ce dont je me souviens. Alors je suis désolée, c'était vachement décousu, mais si j'avais pas perdu mes notes, ça aurait peut-être été un petit peu plus structuré. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour la prochaine fois, on va pas perdre les notes. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour le mois d'avril. C'est déjà pas mal. On se retrouve normalement, si tout se passe bien, demain pour mes lectures du mois de mai. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à demain.